Vous écoutez l'émission L'heure des contes. Bonjour et bienvenue sur KTB Radio. C'est le mois de décembre. Les feuilles de beaucoup d'arbres sont tombées. Il n'y a que les chênes qui les gardent tout l'hiver. Le manteau de neige a recouvert les sommets. Les nuits sont de plus en plus longues et le soleil est de plus en plus bas sur l'horizon. Bref, on se caille. Bienvenue à l'émission L'heure des contes. Spécial Noël, avec des contes divers et variés. Partagez cette émission, faites-la écouter aux enfants que vous connaissez. Seul au coin du feu, tranquille sous la couette, pour un long trajet en voiture, en allant fêter Noël chez les grands-parents. Et vu que c'est aussi en podcast, vous pourrez écouter cette émission l'été prochain sur la plage. Vous avez remarqué l'introduction avec cet instrument. Cet instrument, rien que quelques notes, le son, de suite on a une odeur de bretzel. On a l'impression qu'il y a de la choucroute qui mijote pas loin, ou du Gewürztraminer à boire. Alors cet instrument, oui, qui connaît le nom de cet instrument? Oui, là, oui, toi, alors oui, c'est ça, le Glockenspiel. Eh oui, le Glockenspiel, c'est la tradition de Noël. Pas de Noël sans Glockenspiel. Alors oui, on étire bien la première syllabe. Glockenspiel. Ja, sehr gut, Fräulein. Voilà, vous pourrez vous entraîner. Alors, je m'accompagne tout seul aujourd'hui. Normalement, dans l'heure des contes, je viens avec un musicien, ou une musicienne, mais là, j'ai trouvé personne. Ils sont tous en tournée, tout ça, et voilà. Donc, je suis tout seul avec mes instruments. Oh, mais remarque, vous êtes là. Je suis pas tout seul. On est ensemble. Première histoire. Il était une fois un jardinier. Oh, il était super fort, plein de techniques, plein de savoir-faire. Et pour Noël, il avait récolté des fraises, des belles fraises bien rouges, bien sucrées, comme au mois de juin. Oh, il en avait trop. Alors il s'est dit, tiens, je vais offrir des fraises au roi. Il paraît qu'il adore ça. Oh, il sera content. Si quelqu'un apprécie mes fraises, eh ben moi aussi je suis content. Le jardinier remplit un panier de fraises bien rouges et va voir le roi. Il part avec son panier sous le bras et il marche et il arrive devant la grande ville royale. Il se dirige vers l'entrée. Là, à la grande porte, entre les grands murs d'enceinte, sous le pont-levis qui est ouvert, un garde l'arrête. « Et toi, où tu vas ? Qu'est-ce que tu transportes ? » Bonjour, j'ai des fraises pour le roi. Le garde regarde dans le panier du jardinier. « Oula, mais sont magnifiques tes fraises. Le roi en raffole. Quand il verra ces fraises, jour de Noël, il sera content, hein ? Il t'accordera une belle récompense. » « je veux bien te laisser passer si tu promets de me donner la moitié de ta récompense. » Oups, le jardinier n'avait pas pensé à la possibilité d'une récompense. Il voulait juste offrir des fraises au roi. Bon, il s'en fiche, alors... d'accord, je garde la moitié de la récompense. Et le garde laisse passer le jardinier avec son panier.
Il arrive dans une grande cour, dans des rues, et il arrive au palais. Et il est présenté au chambellan. Le chambellan, c'est le conseiller, un genre de ministre du roi. Et le chambellan dit au jardinier, « Tu veux voir le roi ? Et pourquoi donc ? Ah, tu veux lui offrir des fraises en décembre ? Oh, ben fais voir donc ça. Oh, magnifique ! Sais-tu que le roi raffole des fraises, et quand il verra ces fraises, un jour de Noël, il sera plus que content, et il t'accordera, j'en suis sûr, une belle, grosse récompense. D'accord, je veux bien te laisser passer si tu promets de me donner la moitié de ta récompense. » Le jardinier, là, il se dit, quoi, mais décide, mais c'est une manie, là, pourquoi ils me demandent tous une partie de la récompense, et puis comment ils savent qu'il y aura une récompense? C'est une tradition, ou quoi? Le jardinier calcule, donc la moitié au garde, la moitié au chambellan. Bon, de toute façon, il s'en fiche de la récompense, le jardinier. Alors il dit, d'accord. Et le jardinier est présenté au roi. Oh, le roi, quand il voit les fraises, oh, merci, des fraises pour Noël, incroyable, fantastique, ça c'est une surprise, oh ça c'est un beau cadeau que tu me fais, hein. Oh, tu mérites une récompense. Le jardinier répond, non merci, je veux pas de récompense. Comment ? Tu es obligé d'accepter ma récompense. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Des pièces d'or, des chevaux pour faire le jardin. Le jardinier réfléchit et dit, « Ô roi, mon roi, comme récompense, je voudrais 100 coups de bâton. » Et le roi répond, « Es-tu fou ? Es-tu aussi fou que tu es excellent jardinier ? 100 coups de bâton, enfin... » Non, le jardinier explique. « Mon roi, mon grand roi, mon bon roi, pour passer la porte de la ville, j'ai dû promettre la moitié de ma récompense à l'un de vos gardes. Puis, pour être présenté devant vous, j'ai dû promettre la moitié de ma récompense à votre chambellan. » Le roi comprend la facétie du jardinier et éclate de rire. Le roi fait appeler le garde, le chambellan et le bourreau muni d'un bâton. Alors, petit calcul mental. Sur un total de 100 coups de bâton, combien de coups de bâton pour le garde ? Combien de coups de bâton pour le chambellan ? Et combien pour le jardinier ? Sachant que le garde en aura la moitié et le chambellan la moitié. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu chez vous. Alors, oui, des mains qui se lèvent, oui, là, il y a... Oui, 2 bonnes réponses dans les salons. Alors, bonne réponse de Malek, oui, qui nous vient de Chartres, Malek de Chartres, et une bonne réponse d'Elohim, qui nous vient du Champsaur. Alors oui, c'est ça, et vous avez tous les deux raison. 50 coups de bâton pour le garde, et 50 pour le chambellan. Et 0 pour le jardinier. Le roi, en plus d'avoir des fraises bien mûres, il rigole bien, il se fend bien la poire. Il apprécie le jardinier, et le jardinier devient l'ami du roi. Le roi offre au jardinier le titre de premier jardinier du roi, et il lui offre aussi tout un domaine pour cultiver et
cultivait aussi des fraises. Et depuis cette petite aventure, le roi mange des fraises tous les jours de l'année. Et s'il est toujours vivant, il en mange encore. Deuxième histoire. Ça, c'est une histoire qui nous vient de Hongrie. Ah, la Hongrie, là, dans l'est de l'Europe, avec ses grandes forêts, avec de la neige, le froid. Il était une fois un bûcheron qui avait une petite chaumière à l'orée de la forêt. Il avait plein d'enfants. Tellement d'enfants qu'il fallait faire attention où on marche. Tellement qu'on avait du mal à les compter. La mère était plus là. On était au mois de décembre et il faisait froid. Froid ? Un froid de canard. La neige, et en plus tout était gelé, tout était pétrifié. En plus les enfants, ils avaient tout le temps faim. Et le bûcheron ne pouvait plus travailler, car tout était gelé. Plus de travail, plus d'argent. Plus d'argent, pas possible d'acheter à manger. Et les enfants, ils avaient faim. Papa, papa, j'ai faim. Papa, quand est-ce qu'on mange? Papa, papa, j'ai faim. Rah! Un matin, le bûcheron a réuni tous ses enfants et il leur dit: je vais aller chercher à manger. Quand je reviens, je veux que la maison soit rangée, que les lits soient faits, que le balai soit passé, que les cheveux soient bien coiffés et que la table soit mise. Et les enfants, tous en chœur, ont répondu: oui, papa! Comme dans toutes les maisons. Chez vous aussi, chères auditrices, chers auditeurs, c'est pareil? Les enfants répondent toujours oui? Je suppose. Le bûcheron a pris sa hache et un grand sac. Il les a mis à sa ceinture. Il a ouvert la porte. Il a refermé la porte et il est parti à gauche, direction la forêt. Le bûcheron faisait des grands pas dans la neige, en levant les jambes bien haut. Et il rentre de plus en plus au cœur de la forêt. Juste le bruit de sa respiration et de la neige craquant sous ses pieds. Et quand il s'arrête, il écoute le silence. Pas un bruit. Quelques traces d'oiseaux, des lièvres, quelques traces de renards. Silence. La buée qui sort de sa bouche. Silence. Des petites stalactites qui pendent de son nez. Silence. Le bûcheron, il vient pas souvent par là. Il ne reconnaît pas cet endroit de la forêt. Il continue, il marche, c'est de plus en plus dur. Et il voit une grosse forme dans une clairière. Il se rapproche et il découvre une belle bâtisse. Des volets verts, fermés. Une cheminée sans fumée. Il se rapproche. La porte d'entrée est immense. Elle fait 4 fois la hauteur du bûcheron. Sur le côté, une terrasse. Et miracle! Le soleil vient de percer les nuages et se faufile à travers la brume. Le bûcheron, ça fait 3 jours qu'il a rien mangé. Il s'installe sur le banc de la terrasse au soleil et, terrassé par la fatigue, il s'endort. Et dans son sommeil, il se met à rêver. Et dans son rêve, il sent un délicieux fumet de viande grillée, de potage qui lui chatouille les narines. Puis il se réveille, il ouvre un œil. Il est toujours sur la terrasse, réchauffé par le soleil. Mais c'est bizarre, il sent toujours l'odeur de cuisine dans ses narines. Il tourne la tête d'un côté, les volets verts
de la fenêtre sont ouverts. Il se lève, contourne la maison en suivant l'odeur, et l'immense porte d'entrée est entr'ouverte, et l'odeur de cuisine est encore plus insistante. Il appelle, il frappe à la porte. Bon, ça, il faut surtout pas le faire, mais poussé par quelque chose, un instinct, il rentre. Il passe sous l'immense porte et rentre dans la grande pièce. Au fond de la pièce, un feu. Sur le feu, une énorme marmite. Sur la table, un gigot énorme, tout fumant, la peau grillée à l'extérieur, sûrement fondant à l'intérieur. Et une grosse barrique de vin. Oh, il y a un festin pour 30 personnes au moins. Oh. Le bûcheron s'avance vers la table et se dit « La soupe et le gigot pour les enfants, et pour moi, la barrique de vin. Oh !» Le bûcheron s'avance vers la table, prend le gigot pour le mettre dans son sac, et clam, les volets verts se mettent à claquer. Clac, clac. Un vacarme à l'extérieur. Un courant d'air froid rentre dans la pièce, s'engouffre dans la cheminée. Le feu s'éteint. Et tout disparaît sur la table. Il n'y a plus de gigot, il n'y a plus de soupe, il n'y a plus de barrique. Le vent s'arrête. Le bûcheron tourne la tête vers la porte d'entrée. Une silhouette d'une vieille, toute bossue, toute ridée, et un nez qui touche par terre. Le bûcheron reconnaît, eh oui, c'est ça. Une sorcière. En plus, c'est pas n'importe quelle sorcière, c'est une sorcière au nez de fer. Et la sorcière parle. « Alors, bûcheron, tu voulais voler le repas de mon fiston ? Tu sais, mon fiston, il est costaud, il a de l'appétit et il est pas très commode, hein ?» Le bûcheron, il s'excuse. « Mais c'est mes enfants. Mes enfants, ils ont faim, j'ai plus de travail, je peux pas leur acheter à manger. » Et la sorcière. « Et la barrique, c'est pour tes enfants peut-être ?» Et le bûcheron. Et la sorcière. « Écoute bûcheron, je te connais bien même, tu as la petite chaumière en bordure de forêt, tu es un bon père, oui ça, c'est vrai, tu es un bon père. Tu peux prendre à manger pour tes enfants. » Et quand elle a dit ça, le feu revient dans la cheminée, le gigot dans la besace du bûcheron, une soupière sur la table, pleine de bonne soupe, et, en plus, une cassette avec des pièces d'or à côté de la barrique. Et la sorcière, oui, tu peux tout prendre, bûcheron, le gigot, la soupière, la barrique, et même la cassette en or. Oh, et le bûcheron, c'est... ah oui, merci. Mais en échange... En échange, il faudra que tu te maries. Oh, et le bûcheron est... Et avec qui ? Avec moi. Alors le bûcheron... il sait qu'il aurait bien besoin d'une femme pour l'aider à s'occuper des enfants. Mais une sorcière, quand même, il risque d'avoir peur, les enfants. Le bûcheron regarde la sorcière. Il se dit, si je refuse, la sorcière, elle va se fâcher. C'est une sorcière au nez de fer, quand même. Hein. Et elles sont fortes, les sorcières au nez au fer. Hein. Et si elle se fâche, si elle se fâche, je crois que le bûcheron ne reverra pas ses enfants. Et ils vont connaître la faim, seuls avant l'hiver, et ils ne passeront sûrement pas l'hiver. Le bûcheron, il dit oui. Et la sorcière,
Wouhou, chouette, waouh! Prends tout ça dans ton grand sac. Allez, charge-moi tout. On va chez toi, on va prévenir tes enfants et on va une fiesta pour notre mariage. Mon fils, il va venir, tu vas voir, il est sympa, il mange beaucoup, mais il est sympa. Allez, dépêche-toi, prends-moi tout ça dans ton sac et suis-moi. Et la sorcière part devant dans un vacarme. Elle pousse avec ses 2 jambes et son nez de fer devant qui déneige. Et le bûcheron derrière qui même en courant, il n'arrive pas à suivre les traces de la sorcière. À gauche, à droite. Ah, voilà. Il suit. Ah, il retrouve les traces de la sorcière. Oh, elle est déjà loin. Il se dépêche. Et à un coin de la forêt, la sorcière attend le bûcheron. Eh, bûcheron, remue-toi un peu, là. Ça fait un moment que je t'attends. Hein? Quand tu seras mon mari, il faudra montrer un peu plus d'ardeur à la besogne. Allez, paye ton ch'ti canon. Serre-moi un peu de vin, là. Sors la barrique de ta besace. Le bûcheron ouvre la besace, sort la barrique qui est assez lourde, il enlève le bouchon et il commence à vider la barrique dans le gosier de la sorcière. Et ça dure longtemps, il verse, et ça dure, et la barrique qui ne se vide pas. Au bout d'un moment, la sorcière... Ça suffit. Ouf. La sorcière devient toute rouge. L'alcool lui monte à la tête. Elle titube un peu, elle bâille et... Elle s'allonge et s'endort dans la neige. Et déjà, elle se met à ronfler. Elle ronfle. Le bûcheron regarde alentour. Sans hésiter, il prend sa hache et d'un seul coup bien placé, il coupe le nez de fer de la sorcière. La sorcière hurle de douleur. Son cri part dans toutes les directions. Le bûcheron jette le nez en fer un peu plus loin. La sorcière a perdu ses pouvoirs. Il reprend le sac de victuailles, sa hache et rentre chez lui. Ah! Il arrive devant sa chaumière. Il regarde par la fenêtre. Ses enfants sont là. La table est mise. Ils ont la serviette autour du cou, les cheveux bien coiffés. Assis devant leur assiette, couteau et fourchette dans les mains. Le bûcheron va pour ouvrir la porte de chez lui. Sa main prend la poignée lorsqu'il entend derrière lui une grosse voix. Il se retourne et voit un géant. « Hé, toi !» Oui, c'est le géant, c'est ça. Eh oui, c'est le fiston. Le fils de la sorcière. Quand la sorcière a hurlé de douleur tout à l'heure, son cri est parti dans toutes les directions, jusqu'à au-delà du bout du monde, là où se trouvait son fils, le géant. Le géant a tout entendu. Et il s'est dit, tiens, c'est maman qui m'appelle. Oh, c'est l'heure de manger vite. Faut que je me dépêche, sinon elle risque de me gronder. En 3 enjambées, le géant se retrouve devant la chaumière, vide. La table n'est pas mise, il n'y a rien à manger, et sa mère, la sorcière au nez de fer, n'est pas là. Maman, t'es où? Le géant enlève un œil de sa tête. Un œil énorme, et il jette son œil à ras du sol, et l'œil roule dans la neige. Il parcourt la forêt en long, en large et en travers. L'œil voit tout. L'œil voit la mère du géant étendue dans la forêt avec du sang sur le nez. L'œil continue à rouler et voit le bûcheron qui arrive à sa maison. L'œil revient au géant. Le géant reprend son œil et le replace dans son orbite. Et le géant comprend tout. En une enjambée, le géant est devant la chaumière du bûcheron. « Hé, toi, c'est pas bien d'avoir coupé le nez de ma maman. » Le géant prend le bûcheron dans sa main. Il lève le bûcheron à la hauteur de son visage, et les yeux dans les yeux, il lui dit
Je vais te serrer dans ma main. Je vais te serrer si fort que tes os vont craquer. Je vais te serrer si fort que du jus de viande va sortir de toi. Et je te boirai tout ton jus de viande. Le bûcheron commence à étouffer. Il ne peut plus respirer. Le géant serre progressivement de plus en plus fort. Le bûcheron a l'impression que ses os vont craquer. La porte de la chaumière s'ouvre. Il y a un enfant qui sort et qui crie à ses frères et sœurs. « Hé, regardez, c'est papa, il nous ramène le repas !» Tous les enfants sortent de la chaumière, avec la serviette autour du cou, couteau et fourchette dans les mains. Un enfant plante sa fourchette dans le pied du géant. Le géant hurle. D'autres enfants escaladent les jambes. Ils escaladent les bras. Il y a même un enfant sur la tête du géant. Ah, le géant, il déteste les enfants. Ouais, les enfants, c'est tout petit, ça bouge tout le temps, ça fait du bruit, et en plus, ça pose plein de questions. Non, pas des enfants. Un enfant mord la fesse du géant. Le géant se débat, il lâche le bûcheron, il se débat et les enfants volent, et dans tous les sens, et ils atterrissent dans la neige. Plouc, plouc. Et le géant repart en courant, effrayé. Il récupère sa mère sur ses épaules et retourne au-delà du bout du monde. Et ils ne reviendront jamais. Alors là, les enfants, le bûcheron, ils font un festin. Les enfants remercient leur papa. Oh, ils mangent pendant des jours, jusqu'à Noël et Nouvel An, du bon gigot, de la bonne soupe. Et le père, lui, il arrive toujours pas à finir la barrique. Et le père, il est pas obligé de travailler pendant les fêtes de Noël. Alors il fabrique des luges, il fait des bonhommes de neige et des batailles de boules de neige avec toute sa flopée d'enfants. Et puis en plus, avec les pièces d'or, ils peuvent vivre tranquilles pendant longtemps. Prochaine histoire. C'était l'hiver. Il venait de neiger. Il faisait froid. Quelqu'un marchait par là et il a fait tomber sa moufle. Une seule moufle. Une moufle toute rouge, molletonnée à l'intérieur. Et la moufle est restée seule, posée dans la neige. En plein hiver, et il commençait à faire de plus en plus froid. Une petite souris, qui passait par là, sentait ses poils de moustache qui commençaient à geler. Et quand elle voit la moufle, la souris passe sa tête à l'intérieur, et elle se met bien au chaud. Puis, un lapin passait par là. Il faisait des bonds dans la neige, et sa queue ronde en forme de pompon commençait à givrer et à geler. Et le lapin, il voit la moufle, il passe sa tête à l'intérieur et il voit deux petits yeux, c'est la petite souris. Il lui demande s'il peut rentrer, la petite souris, oui, vas-y, installe-toi. Le lapin s'installe dans la moufle avec la petite souris, ils sont bien, il fait chaud. Passé par là, un renard. Le bout des oreilles du renard commençait à geler. Et le renard, il aperçoit la moufle. Il se dit, tiens, là je serais bien.
il regarde à l'intérieur de la moufle et il voit les yeux du lapin, les yeux de la souris et il dit « Oh, je peux venir ? Oh, c'est qu'on est un peu serré déjà. » Bon, le renard, il rentre quand même et il a froid, il rentre. Passe au-dessus de la forêt, au-dessus de la neige, un oiseau, un hibou. Il est en train de voler et il sent le bout de ses plumes là sur la tête, ses aigrettes qui commencent à geler. Et avec ses yeux perçants, il voit la moufle rouge en bas dans la neige et il descend. Il passe la tête dans la moufle. Il voit un renard. Il voit un lapin. Il voit une souris. Et il rentre. Il s'installe dans la moufle. Et bon, ça va. Passe par là un sanglier. Son groin était gelé. Alors le sanglier il voit cette moufle, il dit je serais bien là-dedans. Le sanglier regarde dans la moufle, il voit un hibou, un renard, un lapin, une petite souris. Et il demande à rentrer. Ah non, c'est complet hein. Le sanglier c'est complet. Allez, on va se serrer un peu. Et le sanglier rentre dans la moufle et crac, cric. Il y a des coutures de la moufle qui commencent à casser. Ouais, c'est bon, hein. Et ils sont tous bien au chaud. Donc, quels animaux ? Oui, un sanglier, un hibou, un renard, un lapin et une petite souris. Ah, ils se tiennent chaud entre plumes et poils. Passe par là l'ours qui cherche sa grotte pour aller hiberner, mais il la trouve plus. Il a frisqué et quand il voit la moufle, il dit tiens, là je serais bien là pour faire mon hibernation. Il regarde, il passe un œil dans la moufle, il entend c'est complet, c'est complet. L'ours lui, c'est complet ou pas, il rentre, il voit un sanglier, il voit une chouette, il se craque, il voit un renard, crac, il s'installe, crac, il voit un lapin, crac, il voit une souris, il y a des coutures qui lâchent, mais ça va, la moufle se tient encore. Ah, là, ils se tiennent chaud, là. Là, on peut dire qu'ils se tiennent chaud, hein. Arrive dans la neige une petite fourmi. Elle a ses mandibules qui commencent à geler. Quand elle voit la moufle, elle se dit là je serai bien. Elle passe sa tête dans la moufle et là elle reçoit comme réponse c'est complet. C'est complet. C'est fermé. Passe ton chemin. T'es trop grosse. La fourmi elle a trop froid alors tant pis, elle se faufile dans la moufle. Entre les animaux, l'ours il dort déjà, elle aperçoit le groin du sanglier, les aigrettes du hibou, la queue du renard, la queue en forme de pompon du lapin, la moustache de la souris, elle se serre, elle se faufile et puis cric, crac, chou, paf, paf, paf. La moufle explose. La moufle se disloque. Des bouts de moufle et de couture volent et partent dans tous les sens. La fourmi, dans la neige, se retrouve entourée de 5 pères dieux. 5 pères dieux accusateurs. Et d'une seule voix, les animaux disent à la fourmi « C'est de ta faute si la moufle a éclaté. » La fourmi se recroqueville. Elle se recroqueville et s'enfonce dans la neige, puis sous la terre. Et de dessous la terre, elle ressortira au printemps suivant. Donc c'est les contes de Noël ou les contes d'hiver. Et après Noël, il y a le Nouvel An, la nouvelle année qui va arriver.
Et après les fêtes, début janvier, c'est le début de la nouvelle année, je vous l'ai déjà dit, on fait les bonnes résolutions. Alors les résolutions, c'est on se fait des petites promesses à soi-même. Bon, je me brosserai les dents 4 fois par jour. Alors moi, je ferai du sport 3 fois par semaine. Je boirai plus d'eau. Puis il y a un jeune homme qui se réveille au matin du 1er janvier et il se dit, comme résolution, je veux connaître le secret de la vie. Alors il cherche. Il cherche la science, la religion, la philosophie, mais il ne trouve pas le secret de la vie. Puis le jeune homme entend parler des rishis. Les rishis, ce sont des personnes qui se transmettent des connaissances depuis des milliers d'années, des genres d'ermites, de sages, que l'on retrouve dans les grottes de l'Himalaya, où ils méditent. Alors le jeune homme prend la direction de l'Himalaya, à pied, en stop, en train, à vélo, direction Briançon. Il traverse les Alpes, puis l'Italie jusqu'au sud. Il prend le ferry-boat jusqu'en Grèce, le ferry-boat jusqu'en Turquie. Il arrive en Iran. En Iran, il y a un panneau. La Chine à gauche, l'Inde à droite. Alors, il prend à droite. Le train, le bus, le Pakistan, et il y a des chameaux, il y a des bœufs, l'Inde, il y a des éléphants, le train, l'Himalaya, la plus grande chaîne de montagnes du monde, avec tout en haut l'Everest. Et il cherche, il se renseigne, il cherche les grottes où il y a les sages, les rishis qui ont ce savoir, qui pourront lui dire quel est le secret de la vie. Et il remonte alors vers les sources du Gange, ce grand fleuve qui vient de l'Himalaya et qui irrigue toute la plaine indo-gangétique. Il remonte les sources du Gange, il cherche les fameuses grottes. Bon, il croise des soi-disant sages renonçants. Il en croise plein, mais il y a beaucoup de charlatans. Alors il cherche. Alors en cherchant, il apprend les langues locales. Puis, pas très loin du mont Kailash, il trouve enfin des grottes loin de tout. Et là, on dit qu'il y a un fameux sage, un rishi. Ça fait 15 ans qu'il est dans sa grotte à méditer, à boire un thé par jour et à manger 1 fois par semaine du riz et des lentilles. Il n'a pas l'autorisation de le voir encore. Il faut qu'il se purifie, là, notre ami, là, qui cherche le secret de la vie. Alors, au bout de plusieurs mois de diète et de prière, il peut enfin avoir audience. Il peut enfin voir le fameux sage qui détient la connaissance ancestrale, millénaire. Le sage lui demande « Qu'est-ce qui t'amène de si loin ?» Le jeune homme répond en hindi, dans la langue « Maître de la connaissance, je cherche à connaître le secret de la vie. Le connaissez-vous » Le rishi, le grand sage, répond en dodelinant la tête sur le côté. « Oui, je connais. Jihan. » Il est content, notre jeune homme. Il est content. Toute sa quête, tout ce voyage va se concrétiser ici. Il a enfin sa réponse. Et il dit, pouvez-vous m'enseigner le secret de la vie, grand rishi? Et le sage répond, non. Jinahi. Alors le jeune homme, il reste quelques secondes, le souffle coupé. Et puis, Kion, pourquoi? Et le rishi répond, parce que c'est un secret. Et le jeune homme fait, merci, Dhanyavad, Bahut Shukriya. Et le jeune homme salue le rishi et repart. Notre jeune homme, il n'est pas allé jusqu'au bout de sa bonne résolution. Par contre, il a voyagé des milliers de kilomètres. Il a rencontré des milliers de personnes. Il a appris plusieurs langues. Il s'est dit que, finalement, au cours de son voyage, il en a appris pas mal sur la vie quand même.
Alors là, voilà, donc décembre, on rentre dans la période des fêtes, donc Noël, Nouvel An, et puis déjà dès début décembre, il y a des papillotes qui se baladent, des mandarines. Bon, ça c'est bon, les mandarines, vous pouvez y aller. Hein. Et puis pendant les fêtes, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Alors je vais vous parler de quelqu'un là. Un monsieur qui est un peu vieux déjà. Alors lui, pendant les fêtes, il mange, il boit, il se baffre tout le mois de décembre. Hein, il arrête pas. Trop gras, trop sucré, trop salé, 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. Il boit toutes sortes d'alcool. Et en janvier, quand tout ça est fini, ben il en reste, il finit les restes. Eh oui, il faut tout finir. Ouais, quand même, au bout d'un moment, il se sent pas bien. Il va voir le docteur. Le docteur l'ausculte. Oui, vous êtes malade, hein. Oh, c'est grave. Vous en avez plus que pour 1 mois à vivre. Et notre bonhomme, là, il fait... Ah, d'accord, ben, dans ce cas, je choisis le mois de décembre. Hey, bande de petits vénards, vous allez faire la fête. On se retrouve l'année prochaine, 2024, 2024. À bientôt.